Peut-être moi, une personne et pas un personnage. Ce qui est difficile devant un public, en plus un public trié sur le volet. Parce que quand on est anti-publicitaire, quand on est publiphobe, la moindre des choses, c'est d'essayer d'être sincère, authentique. Et ma seule ambition ce soir, c'est de ne pas vous ennuyer, d'abord. Ensuite, essayer de ne pas dire trop de bêtises. Si quelques vérités peuvent sortir de ma bouche, tant mieux. J'espère que nous pourrons débattre ensuite. Je voulais aussi vous dire que je suis un électron libre. Donc je ne représente personne. Je ne représente que moi. Ce soir. Donc rien de ce que je dirai n'engagera aucune des organisations, associations, collectifs, journaux que je mentionnerai, auxquels j'appartiens, que j'ai créés, que j'ai rejoints. Voilà. Ce que je dirai n'engagera que moi. C'est très important parce que je vais parler avec une certaine liberté, pour le meilleur et pour le pire. On verra combien d'entre vous seront restés à la fin. En général, les salles se vident assez vite. Voilà. Par ailleurs, je vais dire un certain nombre de choses qui, pour vous, sont comment dire, des formules tout à fait habituelles. Donc je risque d'enfoncer un certain nombre de portes ouvertes, j'espère le moins possible, et donc d'apparaître comme une espèce de prêtre qui ressasse des formules archi connues. Mais tant pis, ça sera une espèce de messe où les vérités, les évidences seront répétées pour la énième fois. Vous allez apprendre des choses, vous allez entendre des choses que vous savez déjà. J'espère que vous ne vous ennuierez pas. Alors, une mise en garde aussi, chaque fois que je dirai le mot publicité, il faudra entendre surpublicité. La surpublicité est à la publicité ce que la surdose est à la dose. Les antipublicitaires ne se battent pas contre la publicité. Ça n'aurait pas de sens. C'est comme si on se battait contre l'oxygène, contre l'air ambiant. La publicité, ce n'est ni bien ni mal, c'est un outil qui existe, qui est pris en main par certaines personnes et certains groupes à des fins que vous savez, mais théoriquement, ce n'est pas quelque chose de mal en soi. En revanche, la surpublicité, c'est l'abus, c'est l'excès, c'est la publicité mal utilisée, et c'est contre cela que les antipublicitaires se battent. Mais par commodité de langage, je dirais publicité, et il faudra évidemment chaque fois penser sur publicité. Alors, donc, d'abord, deux documents que je tiens à votre disposition. Un journal qui s'appelle L'Âge de fer, qui vient de sortir son 100e numéro en septembre, et dans lequel il y a un article de moi, plutôt moins ennuyeux que d'habitude, puisque ce journal a demandé à un certain nombre de militants comme moi d'imaginer qu'en 2050, leur cause avait gagné, sous la forme que nous voulions. Donc moi j'ai rédigé une espèce de petite nouvelle où j'ai imaginé que le combat était remporté et qu'il n'y avait plus de publicité. Alors, si vous voulez, c'est gratuit, vous pouvez le prendre. L'article se trouve à la page 4 en chiffres romains, dans ce journal. Voilà, vous pourrez le prendre tout à l'heure, si vous voulez. Et puis le Publifort, qui est mon journal qui existe depuis 25 ans, vous voyez, c'est pas très lourd. Ça fait 2 pages, dense, très dense. Quelqu'un a dit un jour que c'est aussi amusant à lire qu'une notice de médicaments. Et effectivement, j'ai pris ça pour un compliment, ça ressemble à une notice de médicaments, sauf qu'il n'y a même pas de logo. Encore dans les notices, en général, il y a un logo, là, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est un journal qui refuse de croître, aussi de décroître, mais en tout cas de croître. Et ça fait 25 ans qu'il fait 2 pages et il ne fera jamais plus de 2 pages. Alors, exceptionnellement, il est gratuit ce soir, on pourrait le prendre aussi. Sinon, il coûte 15 centimes en général. Et on peut s'y abonner par la poste ou le recevoir gratuitement par Internet. Rien de plus facile. Au XIXe siècle, non, rassurez-vous, je ne vais pas faire d'histoire. Il y avait quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dont vous connaissez l'œuvre, c'est l'architecte de l'Opéra de Paris. Vous avez tous vu l'Opéra Garnier, place de l'Opéra à Paris.
c'est l'œuvre de Charles Garnier. Charles Garnier n'était pas seulement architecte, il était aussi publiphobe. Et dans un article qu'il a publié en 1871 dans la Gazette des Beaux-Arts, un article extraordinaire que nous aurions pu écrire nous, qui fait un article de 5 ou 6 pages, j'extrais juste une phrase. Je dénie le droit que s'arrogent 4 ou 5 industriels de maculer avec leurs enseignes outrecuidantes la ville qui abrite 1 million d'habitants. Et tout l'article est du même acabit. Donc Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris, 1871, la Gazette des Beaux-Arts. Si vous voulez voir l'article entier, demandez-le à l'un d'entre nous. C'est aussi disponible sur certains sites. Voilà. Après Charles Garnier, il y a moi. Au XXe siècle. Moi, mais vous aussi. N'importe quel d'entre vous. Alors, je ne peux parler de moi, puisque c'est moi que je connais le mieux. Et je peux vous raconter très brièvement que mon itinéraire personnel, qui est très long, puisque maintenant ça fait 30 ans que je me bats contre ça, enfin, contre la publicité, la surpublicité. Mais avant de me battre contre la publicité, j'ai eu une réaction. Je suis un réactionnaire, sans doute. J'ai réagi à la publicité depuis à peu près l'âge de 5 ans, grosso modo, sans le savoir, de manière évidemment non consciente. Je cite juste cette anecdote qui a donc eu lieu vers 1963, à peu près, 2, 3, 4, je ne sais pas. J'avais à peu près 5 ans. Je visitais à Paris avec mes parents le salon de l'enfance. C'est un salon qui, je crois, n'existe plus, qui était consacré à l'enfance. Il y avait beaucoup de monde. C'était déjà au parc des expositions, à la porte de Paris, à la porte de Versailles, à Paris. Il y avait la foule, et dans la foule est venu vers moi un publicitaire, excusez-moi, c'est un lapsus, qui m'a tendu un verre. Dans ce verre, il y avait une boisson chocolatée que j'ai bu, et ça m'a fait un choc, une espèce de choc électrique. Je ne connaissais pas cette boisson, et à vie, je l'aime. Cette personne, du haut de mes 5 ans, ou du bas de mes 5 ans, je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur s'approche de moi pour me donner ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau? Les enfants, c'est connu, ont un sens profond de la justice et de la modération. Ils ont un bon sens. Donc, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je l'ai compris des années, des décennies plus tard. En fait, c'était le représentant d'un comptoir chargé de promouvoir cette boisson chocolatée auprès des enfants, et avec moi, ça a réussi magnifiquement. Je suis devenu drogué à cette boisson pour toute ma vie. Mais heureusement, je ne sais même plus si elle existe encore. Enfin, pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à me libérer de cette fascination. Ça, c'était le début du début, je dirais. Enfin, c'est un jour où j'essayais de faire une introspection pour remonter le plus loin possible dans mon enfance, pour essayer de voir mes rapports avec la publicité. J'ai abouti à cette anecdote-là. Il y en a peut-être eu avant, mais remonter à 5 ans, c'est déjà pas mal. C'est pour vous dire que la publiphobie, puisque c'est le sujet de la conférence, qu'est-ce qu'être publiphobe? C'est d'abord une réaction à un certain nombre de procédés au monde tel qu'il est. Les raisons de la réaction, on peut le réfléchir dessus à l'infini, mais déjà c'est faire le constat d'une réaction. Donc c'était le début du début. Je vais directement à la fin du début, en 80. En 1980, j'ai reçu une lettre chez moi, à mon adresse, une lettre qui me parlait de moi. C'était une lettre d'un directeur de journal, d'un hebdomadaire, que je ne citerai pas, évidemment, pour ne pas lui faire de publicité, qui me parlait de moi. Il me disait, monsieur, vous vous intéressez à ceci, à cela, vous êtes comme ci, comme ça, donc vous êtes mûr pour vous abonner à notre hebdomadaire. Et c'était une lettre très bien formulée, qui avait l'air d'être une lettre personnelle.
Il n'y avait pas de fioriture, il n'y avait pas de logo particulier. C'était une lettre tapée à la machine, avec une signature à la fin du directeur. Cette lettre m'a énormément heurté, m'a, je ne vais pas dire traumatisé, mais m'a mis en colère à un degré que vous ne pouvez pas imaginer, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce système qui me parle de moi? Donc j'ai eu une espèce d'accès de paranoïa, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je n'étais toujours pas publiphobe, à l'époque, 1980, en tout cas pas consciemment. Et j'ai eu une telle réaction de colère que j'ai commis un acte terrible, probablement le seul acte de violence symbolique que j'ai jamais exercé dans ma vie. Mais c'était trop fort, j'ai eu besoin de m'exprimer. Il se trouve que j'ai trouvé l'adresse personnelle de ce directeur de journal. En téléphonant au journal, en harcelant les standardistes, je ne sais plus très bien comment j'ai fait, mais j'ai réussi à trouver son adresse personnelle. Rassurez-vous, je ne suis pas allé lui casser la figure, j'ai fait mieux. Je suis allé dans un jardin public, ramasser une crotte de chien, que j'ai enveloppée dans un sac en plastique, transparent. Le sac en plastique, j'ai mis dans une jolie boîte, avec un paquet cadeau, et je suis allé porter ce paquet cadeau avec ma carte de visite. Ça, c'est très important, carte de visite, au directeur du journal. C'est sa femme qui m'a ouvert avec le chien, avec un chien d'ailleurs, et j'ai remis le paquet. Le détail de la carte de visite est très important, parce que assumer son acte, c'est tout l'intérêt de la chose. J'aurais pu faire ça clandestinement, ça n'avait aucun intérêt. J'ai appris récemment, il y a quelques mois, donc 35 ans plus tard, si vous connaissez un cinéaste qui s'appelle Alexandro Jodorowsky, un auteur-cinéaste, a parlé de ce genre d'acte, très précisément, en disant c'est un acte psychomagique. Donc j'ai appris 35 ans plus tard que j'avais commis un acte psychomagique, ce que je ne savais pas. Voilà. Malheureusement, ou heureusement, il se trouve que le monsieur en question, par un extraordinaire hasard, connaissait mes parents. Donc j'ai été convoqué par mes parents, quelques jours plus tard, qui m'ont... Donc j'avais à l'époque 22 ans. Ouais, 22. Qui m'ont dit, Yvan, avec ce que tu viens de faire, nous considérons désormais que tu peux être un terroriste. Dont acte. Je ne suis pas devenu terroriste. Et cette histoire que je viens de vous raconter, je ne l'ai pas toujours assumée. Donc en vous la racontant ce soir, je ne peux pas dire j'en suis fier, mais voilà, c'était le début de mon engagement anti-publicitaire. Ça a commencé avec un acte de violence symbolique maximale. Ce n'est que l'année suivante que je suis devenu publiphobe, de façon consciente, mais je ne raconterai pas ça, puisque ça nous emmènerait trop loin, et je ne suis pas là pour vous raconter maintenant. À partir de cette prise de conscience, puisque j'ai eu une prise de conscience sur la publicité en 1980, a commencé tout un itinéraire très long qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, et au long de cet itinéraire, se sont créées des entités, des organisations, des associations, des collectifs. Le Publiphobe est né en 1990, RAP est né en 1992, Résistance à l'agression publicitaire, Casseurs de pub, Paysages de France, et toutes les organisations qui de près ou de loin s'occupent de la lutte antipublicitaire, dans lesquelles je ne suis pas forcément impliqué, du moins à la création, mais toutes ces organisations constituent une constellation et vous offrent une palette d'actions selon vos goûts, du nocturne, diurne, j'allais dire violent, c'est pas vrai, il n'y a rien de violent, mais surtout non violent, clandestin, assumé, individuel, collectif. Donc le mouvement antipublicitaire, puisque là je vous ai évoqué l'histoire au fil du temps, mais pris aujourd'hui de façon synchronique, le mouvement antipublicitaire est une véritable constellation dans laquelle vous pouvez vous servir et trouver des armes qui correspondent à vos valeurs, à votre tempérament et à vos objectifs.
Voilà, j'ai juste voulu évoquer ça de façon très, très synthétique. Alors j'essaye de ne rien rater d'essentiel. Oui, juste au sujet de RAP, l'association Résistance à l'agression publicitaire, dont j'ai été le cofondateur et le premier président, dont je suis autorisé à émettre des souhaits sur le devenir de cette association, et j'ai coutume de dire que je la considère comme l'Office du tourisme. C'est la seule association, enfin la seule organisation antipublicitaire qui est pignon sur rue, qui est une porte à laquelle vous pouvez frapper, une porte au sens matériel du terme, 24, c'est ça, 24 rue de la Chine, à Paris, avec quelqu'un derrière la porte, donc un permanent, salarié. Et si vous passez par Paris, mais RAP a aussi un téléphone et une adresse électronique, n'hésitez pas à recourir à elle pour obtenir des renseignements sur toutes les organisations antipublicitaires. Donc RAP, j'espère, sera de plus en plus l'Office du tourisme, donc le lieu qui pourra vous accueillir et vous renseigner sur toutes les actions qu'elle n'assume pas elle forcément, mais au moins sur lesquelles elle a des renseignements. Voilà. J'entre dans le... Enfin, j'espère que pour l'instant je ne suis pas hors sujet. C'est un peu... c'est assez libre comme exposé. Hein. J'ai choisi un certain nombre de thèmes, des petits, des moyens et des grands thèmes. Juste une formule, parfois une simple formule aide à expliquer des choses. La publicité, c'est la secte à domicile. Vous savez que les grandes sectes vous invitent en général à vous déplacer, à vous rendre dans des châteaux par exemple, où vous devez passer un certain nombre de jours, vous devez passer dans le lit du gourou souvent, vous devez laisser votre portefeuille, votre carnet de chèques à l'entrée, et ensuite vous partez de là sans cerveau. Vous faites le déplacement. La publicité, c'est la secte à domicile. C'est vous qui faites entrer la secte chez vous, par la radio, la télévision, les journaux, votre langage, votre habillement, etc. Vous lui ouvrez grand les portes, exactement comme dans, je ne sais pas si vous connaissez le premier film de Dracula qui s'appelle Nosferatu, un film de Murnau, 1925, où la jeune femme, pour se sacrifier, pour sauver la ville du monstre Nosferatu qui sème la terreur, finit par ouvrir sa fenêtre au vampire qui habite dans la maison d'en face, qui est agrippé avec ses grandes serres, et qui la voit, et qui évidemment traverse l'espace et se rend chez la jeune femme pour lui sucer le cou. Voilà. Donc cette posture de la jeune femme qui ouvre grand sa fenêtre pour accueillir le vampire, c'est la nôtre quand nous ouvrons grand nos portes et nos fenêtres aux médias pour que la publicité vienne nous vampiriser. Voilà, c'était juste une formule. C'est la secte à domicile. Ce que fait la publicité sur nos cerveaux, il n'y a strictement aucune différence avec ce que les sectes, au sens traditionnel du terme, font à notre cerveau. Elle nous manipule, elle nous prend notre libre arbitre, et puis tout ce qui va avec. Et finalement, dans certains cas, elle nous ruine. Autre formule, il y a des faucheurs d'OGM. Nous pouvons, enfin les déboulonneurs par exemple, peuvent se considérer comme des faucheurs d'IGM. Les IGM, ce sont les images gravement manipulatrices. Voilà, c'est tout, c'est juste une formule. Moi j'aime bien les formules qui raccourcissent une thématique. Libre à vous après de méditer là-dessus. Vous pouvez la refuser ou l'accepter.